Bonsoir, ça y est, nous sommes en live, c'est indiqué. Bonsoir à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant ou ceux qui sont là depuis ce matin ou même depuis hier matin, puisque ça y est, c'est la fin de ce marathon de plus de 24 heures, beaucoup plus même, puisqu'on a commencé à 9 heures hier matin. Dernière conférence des journées de la presse, mais attention, last but not least, si j'ose dire, puisqu'on parlait en anglais tout à l'heure. Nous allons parler des dangers qui pèsent sur l'avenir proche du journalisme européen. Nous allons aussi parler beaucoup de télévision, puisque nous sommes avec deux spécialistes de télévision ce soir. Et je vais laisser Marie Caillot présenter cette conférence. Marie Caillot, c'est la présidente des Jeunes Européens en France. Marie, je te laisse la présentation. Merci beaucoup Jérôme pour cette petite introduction et bienvenue sur cette conférence de clôture que j'ai le plaisir de modérer. Ce soir, on va parler d'informations sur l'Europe au temps du Covid et des crises géopolitiques, donc vaste sujet auquel vont tenter de répondre nos deux invités, Véronique Auger et Caroline de Camaret. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à participer à cette conférence. Pour cette conférence finale, on va essayer d'élargir un peu l'angle de vue qui a été abordé déjà depuis 2 jours et de se pencher aussi sur la suite. Quels sont finalement les dangers qui pèsent sur l'avenir proche du journalisme européen, et quel retour on peut faire sur les couvertures récentes de l'actualité européenne. Et donc pour ça, deux invités de très grande qualité. Caroline de Camaret, donc vous êtes rédactrice en chef Europe à France 24 depuis 14 ans. Vous êtes dans la télévision depuis 2000 et vous avez également animé pendant 6 ans un talk show toutes les semaines sur des sujets européens. J'anime toujours. Pardon, merci. Et avant cela, vous avez travaillé pendant 7 ans en presse écrite. Donc vous avez cette double expérience. Bonsoir et merci beaucoup. Et nous sommes également avec Véronique Auger. Bonsoir. Vous êtes, entre autres, rédactrice en chef et présentatrice d'Avenir de l'Europe, le magazine européen. Alors, je l'ai été, mais à l'inverse de Caroline, je ne le suis plus. Ben voilà. Parce que j'ai quitté France Télévisions. Mais vous êtes présidente de l'Association des journalistes européens. Ouais. Voilà. Et donc, deux personnalités du journalisme télévisuel spécialisées sur les questions européennes qui vont pouvoir nous éclairer sur la question de l'information sur l'Europe. D'abord, peut-être, pour commencer, l'Union européenne, on va dire, fait à nouveau l'actualité. Et comme souvent, quand elle fait l'actualité, c'est par la crise. Est-ce que, pour autant, les citoyens la comprennent mieux? Parce qu'on parle d'Europe, que ce soit par le Brexit, par les élections l'an dernier, ou aussi dans le cadre des plans de relance. Mais ce sont des sujets techniques. Est-ce que le public dispose de suffisamment de connaissances pour comprendre les enjeux? Est-ce qu'en informant sur l'Europe, des paramètres particuliers sont à garder en tête? Alors, peut-être juste une petite remarque. C'est bien de mettre dans le contexte de la crise parce qu'il s'est passé vraiment quelque chose avec cette crise du coronavirus. C'est qu'en fait, en effet, comme d'habitude, on a dit où est l'Europe, que fait l'Europe, pourquoi l'Europe n'est pas plus réactive, etc. Et en fait, on s'est rendu compte à cette occasion, parce qu'on connaît très mal l'Europe en effet, et puis qu'on apprend au fur et à mesure à la connaître, au fur et à mesure des crises en quelque sorte, qu'elle n'avait aucune compétence en matière de santé, c'est-à-dire que c'était vraiment une compétence des États membres, mais que finalement il y avait une attente citoyenne nouvelle qui était qu'elle en ait plus. Hein. Et d'ailleurs, elle s'en est saisie finalement de ce dossier. Et la commission, qui n'avait pourtant pas les compétences, qui n'avait pourtant pas autant de marge de manœuvre que ça dans ce qu'on appelle une coordination qu'elle est censée effectuer, eh bien, elle s'est retrouvée à finalement commander des doses de vaccins, essayer de... Bon, alors, elle n'a pas toujours réussi à coordonner effectivement les Européens sur la mobilité à l'intérieur de l'Europe, et puis assouplir le pacte de stabilité pour relancer l'économie, etc. Elle était à la manœuvre sur plein de fronts, même des fronts qui n'étaient pas traditionnels pour elle, je vous dis la santé en l'occurrence. Et donc, je pense que ça a changé pas mal de choses parce que les attentes là ont été très fortes chez les 27 où ils se sont dit où est l'Europe, on en a vraiment besoin. Et ça, c'était moins le cas dans des thématiques comme le Brexit ou même comme l'immigration où on en a peut-être vraiment besoin aussi, mais où c'était moins ressenti dans la vie quotidienne. Donc c'est assez intéressant ce qui se passe en ce moment.
Alors de mon côté, moi je pense exactement comme Caroline et j'ajoute que le souci c'est qu'effectivement les Français possèdent mal les informations sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors on pourrait penser que c'est de la faute des journalistes, bien évidemment, mais je pense qu'avant tout c'est parce qu'à l'école, ni les institutions françaises d'ailleurs ou très peu, mais en tout cas certainement pas les institutions européennes sur comment ça marche, sur la différence, par exemple, entre une directive, un règlement, et même sur la géographie de l'Union européenne. On pourrait peut-être poser quelques questions autour de nous pour savoir où se trouve la Slovaquie ou la Lettonie ou la Lituanie. Je suis certaine que peu de gens seraient au courant, à part ceux qui aiment le football, parce que j'ai constaté quand même que les garçons connaissaient bien les pays en raison de l'euro, de foot, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème, c'est-à-dire, et qui est encore pire pour nous, journalistes de télévision, qui sommes un mass média, c'est-à-dire on parle à tout le monde, alors que, par exemple, Libé parle au lecteur de Libé, La Croix parle au lecteur de La Croix, Le Monde parle au lecteur, ce qui est plus facile. Nous, on parle à tout le monde. Et finalement, pour leur parler de sujets qui nécessitent des connaissances, c'est très compliqué. Et c'est une des raisons pour lesquelles, très souvent, dans les journaux de 20h ou du 19h à France 3, on hésite ou on ne parle pas d'Europe parce qu'on se dit ils vont rien y comprendre. Oui, ça c'est vrai qu'il y a même, enfin, faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Nos rédactions sont très réticentes, y compris, alors moi je suis rédactrice en chef de France 24, donc France 24 c'est une chaîne internationale, a priori, il n'y a pas de raison qu'ils ne s'intéressent pas à l'Europe, mais ils ne s'intéressaient pas non plus a priori à l'Europe en tant que telle, c'est-à-dire la reconnaissant comme matière à part entière, différente des autres, c'est-à-dire que moi, j'ai résisté pendant des années pour ne pas être chroniqueur international, parce que je trouvais que l'Europe, c'était suffisamment contraignant, difficile, comme unique matière, et que ça ne devait pas rentrer dans l'international, parce que ce n'était pas une matière internationale, c'est presque de la politique intérieure. On est dans l'Union européenne. Donc ça, c'était assez difficile, même à vendre à nos propres rédactions, leur dire, voilà, on doit faire plus d'Europe, et de l'Europe en tant que telle, et pas seulement de l'Union européenne, hein, évidemment, la vie des pays aussi, etc., mais c'est subordonné finalement à ce que décide l'Union européenne, quand même, malgré tout, leur législation et leur vie démocratique, un petit peu quand même à ce que remarque l'Union européenne quand ça déborde ou quand ils font des pratiques peu démocratiques, justement. Et donc, ça, c'est intéressant de voir qu'on est tout le temps, une de mes directrices de la rédaction, que Véronique a bien connue, disait ça n'est pas vendeur. Hein, voilà. Et pourtant, Dieu sait qu'elle animait pendant longtemps une émission européenne. Donc, c'est quand même compliqué de se dire que même chez nous, il y a beaucoup de réticence parce qu'on se dit il y a une telle novlangue, c'est tellement compliqué à expliquer, il faut en plus qu'on vulgarise 2 fois plus à la télévision, etc., que cet effort-là, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Voilà. Et peut-être, du coup, on reviendra sur justement cette nécessité de parler d'Europe à la télévision et la difficulté de le faire. Mais une question, finalement, comment on convainc sa rédaction de la nécessité de parler d'Europe à la télévision? Et au-delà de cette difficulté de la pédagogie, est-ce que vous avez d'autres difficultés en conférence de rédaction pour pousser ces sujets européens à la une et dans vos médias? Alors, par exemple, à France 3, ce qui était très compliqué, et je suis ce que dit Caroline, c'est qu'effectivement, on considère que tout ce qui est européen est de la politique internationale. Or, par exemple, la ligne éditoriale de France 3, c'est la France. Et donc, c'est la raison pour laquelle, au 19-20 national de France 3, il n'y a pas ou quasiment pas d'Europe, sauf quand, par exemple, on veut faire du benchmarking, c'est-à-dire quand on veut faire du comparatif. Exemple, réforme des retraites en France, on envoie une équipe en Suède. Donc ça, c'est très compliqué, par exemple, sur la ligne éditoriale de France 3, alors que, comme Caroline, je pense que l'Europe fait partie de l'instruction et je dirais de l'information incontournable qu'on doit donner aux citoyens français. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'en définitive, l'Europe est probablement plus facile à traiter à France 3 régionale qu'à France 3 nationale. Je m'explique. En région, tout est européen. C'est-à-dire que l'agriculture, on sait que tous les agriculteurs savent que leur sort est lié à Bruxelles. Tous les pêcheurs,
je prends les exemples de l'agriculture et de la pêche parce que c'est ceux dont on parle beaucoup aujourd'hui, on sait que c'est lié à l'Europe. On sait aussi que la grande rue du village ou le clocher du village a été refait grâce à des fonds européens. Et on le sait beaucoup plus qu'à Paris, par exemple, ou qu'à Lyon, ou qu'à Marseille. Encore que Marseille a été capitale européenne de la culture, donc il y a eu une connotation européenne très forte, et c'est d'ailleurs pour ça que ces capitales européennes existent. C'est pour essayer de faire comprendre aux gens combien l'Europe peut leur être utile, combien l'Europe rentre à l'intérieur de leur vie de tous les jours. Et ça, c'est très compliqué. Alors après, ce qui est compliqué aussi, c'est que envoyer une équipe en Europe, ça coûte cher. Vous envoyez une équipe en Asie, ça peut ne pas coûter si cher que ça. Hein. Tout le monde voit bien le prix des billets. Et puis, le pouvoir d'achat des Européens là-bas est très élevé. Mais vous envoyez une équipe en Finlande ou au Danemark, déjà, vous savez, pour une équipe qui fait forcément à minima 2 personnes, vous en avez déjà pour 900 € de billets pour une seule personne, multiplié par 2. Donc, vous voyez déjà le coût du reportage, plus sur place. Par exemple, au Danemark, le coût de la vie est énorme, tout coûte extrêmement cher. Et donc, quand le rédacteur en chef qui a un budget, ou quand son directeur qui, lui, a un vrai budget, voit ça, il dit « Ah non, 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 c'est peut-être pas utile qu'on a au Danemark pour montrer comment ces gens-là font sur ceci ou sur cela, ou pour couvrir les élections. » Vous voyez ? Et donc, il y a déjà des réticences parce que tout le monde n'y comprend pas toujours grand-chose, mais aussi parce qu'on se dit que c'est de la politique internationale et sur une chaîne comme France 3, et on se dit que c'est pas son objectif, alors que moi je trouve que c'est criminel de ne pas considérer que c'est un objectif de France 3 national. Et troisièmement, ça coûte cher. Et ça, c'est la réalité. Hein. On ne fait pas du journalisme comme ça, hein, dans la fumée et sans dépenser d'argent. Et de nos jours, c'est compliqué. C'est vrai, ça coûte cher, et en plus, je pense qu'il y a cette idée que ils sont pas tellement différents que nous, alors qu'en fait, non, vraiment, il y a des sociétés très différentes, en fait. C'est pas assez dépaysant, peut-être, d'un certain point de vue, pour faire du reportage long format, etc., par rapport aux États-Unis. Encore que ça dépend des fois. Hein. Quelquefois, on est très... Moi qui suis là, quand je vous parle, je suis en Grande-Bretagne, je suis à Londres. Je veux dire, dès l'arrivée à l'Eurostar, je suis dépaysée. Hein. Personne ne porte de masque. Enfin, bon, c'est dépaysant. C'est exotique. C'est ce que pensent nos big boss. On est d'accord, Véronique, en fait. C'est-à-dire la rédaction ont l'impression que c'est proche, donc c'est moins exotique. Alors qu'en fait, non, véritablement, en matière de pratique, de bonnes pratiques, de différence de système gouvernemental, d'importance justement de leur transformation démocratique, de valeurs, etc. C'est très, très différent, très dépaysant. Dès qu'on voyage en Europe, on se rend compte à quel point on peut être aussi dépaysés dans ces 27 pays qui sont certes partenaires, mais très différents de nous quand même. Et d'ailleurs, à quel point on peut apprendre plein de choses intéressantes pour nous, peut-être plus qu'en Chine et aux États-Unis, en fait, bien sûr. Pour lesquels on est fasciné. Je ne sais pas si vous aviez vu cette étude de 2019 de l'INA et de la Fondation Jean Jaurès, qui était très intéressante sur le temps consacré justement à l'Union européenne. C'était avant évidemment les élections. Hein, c'était 2,7% des JT des grandes chaînes, sauf Arte, hein, qui était à 9,5%. Et puis pour ce qui était des chaînes Tout Info, par exemple, il y a donc toutes les infos et toutes les infos internationales, etc. CNews, BFM, LCI, etc. C'était moins de 3% de leur temps d'antenne. Nous, France 24, on était à 6,3, le double. On était première chaîne européenne, on est content. Mais en vérité, on se rend bien compte que par rapport à l'impact de cette Europe sur notre vie, c'est très très peu. Ça reste très très peu quand même par rapport au fait qu'en effet, c'est quand même une grande partie de ce qui va être notre législation qui est décidée à Bruxelles et qu'il n'est pas explicité en amont, que donc c'est pas un déni démocratique l'Union européenne en tant que telle, c'est surtout un déni démocratique de pas bien l'expliciter en amont à nos citoyens, à nos concitoyens, pour qu'ils s'emparent de cette matière avant qu'elle arrive même aux parlements nationaux. Donc moi je trouve ça assez intéressant de se dire que en plus on est passé en effet d'une Europe qui était absolument focalisée, qui a été focalisée pendant Véronique le sait bien, parce qu'on a vécu les mêmes épisodes, a été pendant des dizaines d'années sur la crise économique. Après, ça a été le Brexit et les migrations et rien d'autre, etc. Des espèces de focus comme ça qui étaient
qui niait tout le reste de la vie de l'Union européenne, les jeunes, le travail, l'emploi, des Le Green thématiques Deal. concernantes, voilà, Mm, mm, l'environnement. Et donc, il y a aussi, on va aussi dans l'Europe que aux choses évidentes et pas forcément aux choses qui intéressent nos concitoyens par ailleurs. Voilà. Alors moi, je vois un progrès quand même. Hein. Depuis 2-3 ans, ce que je constate dans les télévisions, dans les journaux, y compris TF1, c'est que les journaux de télévision commencent à couvrir les élections dans les autres pays d'Europe. On a énormément couvert les élections allemandes, hein, et puis les difficultés de la chancelière pour former un gouvernement. On a énormément couvert les élections italiennes et l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. On a énormément couvert les élections britanniques, mais aussi, alors ça c'est quand même, ça s'explique un peu moins, les élections belges, on les a couvertes, et on couvre aussi les élections en Hongrie et en Un an sans Pologne. gouvernement, parfois, les Voilà, Belges, moi, on a eu le temps de couvrir. Mais puis c'est pas la première fois hein, en plus. Mais on a couvert aussi beaucoup les élections mais municipales hein, en Hongrie, parce qu'il y avait des possibilités que certains maires ne soient pas de l'obédience du Premier ministre Orban. Donc je pense qu'il y a quand même un progrès, mais c'est vrai que je trouve que c'est très lent, très très lent. Alors en plus, les télévisions n'ont pas de correspondant. Hein. On a un correspondant à Rome, un correspondant à Berlin et un correspondant en Grande-Bretagne, à France Télévisions, et 2 en Belgique. Mais il y a 0 correspondant en Belgique sur TF1, par exemple. C'est quand même sous prétexte que c'est pas loin. Sauf que quand il y a un attentat comme il y a eu, envoyer un journaliste, c'est très compliqué. Ou quand on est dans une période Covid avec des TGV qui sont très hypothétiques, c'est compliqué aussi d'envoyer quelqu'un et de voir, par exemple, quelles sont les négociations sur l'Europe de la santé là-bas, ou d'essayer de comprendre un peu comment les choses se passent. Et bon, là encore, c'est aussi souvent une question d'argent. C'est combien on met pour un sujet qui, aux yeux des directeurs, est un sujet qui soi-disant, casse les pieds de tout le monde. Parce qu'il faut être très, très franc. Moi, j'ai souvenir je vais trahir un secret, j'ai participé il y a 2-3 ans à une mission parlementaire sur la couverture par les télévisions et Radio France de l'actualité européenne, et le représentant de Radio France a dit « Ah ben non, nous, ce qu'on essaye d'éviter, c'est de mettre le mot Europe hein, dans le titre des émissions, parce qu'on sait que ça fait fuir tout le monde. » Là, tout le monde s'est regardé, catastrophé en se disant « Ouh là 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 là, ben, il y a encore du boulot à faire. » Alors, Et donc, si vous deviez… excusez-moi. Si vous deviez… Nous, je disais juste, nous, on a 12 correspondants, mais on a dû monter en puissance, bien qu'on soit une chaîne internationale, sur l'importance d'avoir des correspondants en Europe, c'est vrai, au fil des années. Donc, 12 correspondants sur 27 pays. Hein. Certains se partagent sur 2. Mais par exemple, évidemment, elle a raison, Véronique a raison. On a dû monter, par exemple, en puissance beaucoup sur la Hongrie, parce qu'on s'est dit, oh là là, l'affaire Orban, c'est pas fini de sitôt, donc ça va nourrir un correspondant véritablement, parce qu'on va lui demander régulièrement des papiers. Et puis on est monté sur la Pologne, on est beaucoup monté sur l'Est de l'Europe, où on n'était pas suffisamment couvert, sur l'Ukraine, etc. aussi. Et donc, finalement, comme chaîne internationale, on s'est dit que c'était bien d'avoir tout un gros bureau à Washington, mais qu'il fallait qu'on renforce aussi de ce côté de l'Atlantique, où finalement, il y avait beaucoup d'intérêt, ça bougeait beaucoup, avec les populismes aussi, hein, qui sont un vrai sujet, et puis avec les attentats, plein d'actu ce n'est pas une zone de guerre, ça n'est pas une zone de conflit, mais il y a de l'actu qui concerne les gens quand même. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, sur ces journées de la presse européenne, on a pas mal d'étudiants en journalisme qui nous regardent, qui, je suis sûre, sont convaincus, après ces 2 jours, de l'importance de traiter de l'actualité européenne au quotidien, au-delà des crises. Est-ce que vous pouvez peut-être aussi leur adresser un conseil sur comment on arrive à convaincre sa rédaction de la nécessité de parler d'Europe? Et aussi peut-être, je pense que ça les intéressera, revenir un peu sur vos parcours. Pourquoi vous avez décidé, pourquoi cette vocation finalement européenne dans votre pratique journalistique?
En ce qui me concerne, c'était pas du tout une vocation. Ma vocation, c'était de m'occuper d'économie et de social. J'ai dirigé le service économique et social de France 2, après celui de France 3. Après, j'ai été rédactrice en chef du 19-20. Et quand je suis revenue au service économique et social de France 3 pour le diriger, eh bien, c'était l'euro. C'était en 2001. Et donc, j'ai commencé à creuser, à couvrir évidemment toute la négociation, et puis à creuser tout ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire les critères budgétaires, etc., etc. Et là, eh ben, j'ai découvert que, enfin, c'était donc en 2001, ça faisait 20 ans que je travaillais sur l'économie et le social en France. J'ai découvert que, en réalité, le budget français était décidé à Bruxelles, que la plupart, que la politique monétaire, la politique financière serait décidée à Bruxelles, parce que c'était l'époque aussi où la bourse parisienne fusionnait, Euronext, etc. Donc il n'y avait plus rien de parisien ni de français. Et où j'ai découvert donc ce nouveau champ d'investigation qui était l'Europe. Et également à travers ça, ce nouveau projet qu'est l'Europe, parce que l'Europe c'est en réalité un projet à 15, puis à 20, puis à 27, puis à 28, puis à 27. Et j'ai trouvé que c'était fascinant. Et plus j'ai creusé cette matière, plus je me suis rendu compte que c'était polymorphe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas simplement de l'économie, il n'y avait pas beaucoup de social, mais il y en avait. Il y avait aussi tout ce qui était migratoire. Il y avait aussi tout ce qui était environnemental. L'Europe était très en avance sur toutes les directives environnementales et c'était passionnant parce qu'en fait, les gens du Nord apprenaient aux gens du Sud et vice-versa et qu'il y avait une sorte de mélange de cross-fertilisation, comme on dit, c'est-à-dire chacun apprenait de l'autre. Et j'ai trouvé que c'était fabuleux. Et quand vous allez au Parlement européen, je suppose que tous les étudiants qui veulent ensuite devenir journalistes au niveau traiter ce domaine, s'ils n'y sont pas déjà allés, il faut absolument y aller. De toute façon, c'est possible, on peut aller y faire des visites. Aller au Parlement européen, mais c'est une expérience de fou, parce que vous avez un immense hémicycle, que ce soit à Strasbourg ou à Bruxelles, avec des gens qui parlent toutes les langues. On a l'impression, je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est dans Star Wars, à un moment, il y a le Parlement, vous savez, avec des êtres assez étranges, avec des longs nez. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le 5e élément, il y a ça aussi, je crois. Ah bah, j'avais l'impression d'être sur une autre planète, quoi, où il y avait toutes les planètes qui dirigeaient l'Union européenne qui étaient là. Et ça fait une impression. Vous ne sortez jamais vierge de cette expérience. D'ailleurs, une petite anecdote. J'y étais allée, j'allais à chaque première séance de chaque législature. Et récemment, donc c'était la dernière, pas cette fois-là, mais la fois d'avant, je suis à la sortie de la première séance inaugurale et je tombe sur Mélenchon. Et Mélenchon, qui était donc pour la première fois de sa vie député européen et à mon avis pour la première fois de sa vie en dehors de Paris et de la France, mais il y avait ses yeux qui sortaient de son orbite. Il n'avait jamais vu ça parce que le président de l'Assemblée d'avant, qui était un Polonais, avait offert au président de l'Assemblée d'après une vierge noire de l'un des coins de Pologne. Le nom est absolument imprononçable. Il dit, vous vous rendez compte, le président a offert une vierge. Alors lui, il a, comme on n'en fait pas, il hallucinait. C'est ça l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Open Your Eyes, le slogan de Nestlé. Et voilà pourquoi moi, je trouve que c'est une matière hallucinante pour un journaliste de découverte, à la fois comme disait Caroline, d'autres civilisations, mais pourtant, c'est à la fois autre chose et à la fois c'est la même chose que nous. Si vous parlez de Mozart ou si vous parlez de chansons, de musique, de peintres, on a exactement la même culture. Donc, c'est très étonnant. On est à la fois très semblables et très différents. Et c'est vrai, je suis d'accord avec Caroline, c'est presque plus exotique que l'Asie ou que, en tout cas, c'est plus riche pour nous pour essayer de trouver comment on peut s'en sortir avec toutes les crises
qu'on traverse depuis, on va dire, les Saint-Glinglin. On aime bien en fait vivre dans la tour de Babel, même si elle penche un peu et qu'on a un peu d'inquiétude sur ce qu'elle va devenir. Mais il faut avoir cette passion-là. C'est assez drôle parce que moi, en fait, j'étais plutôt programmée pour le journalisme. J'ai fait des études de sciences politiques, évidemment, et une école de journalisme en France. Puis après, je suis partie faire une école de journalisme à Columbia University aux États-Unis. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais en fait profondément européenne parce que on se comprenait avec les pauvres 15 Européens qui étaient vraiment là, et les Américains, c'était quelque chose de très, très différent. Ils avaient beau finalement être de la même civilisation, les mêmes démocraties, etc. C'était quand même très, très différent. Donc, je suis revenue, ça commence à me travailler un petit peu. Et puis, je me suis retrouvée à faire du grand reportage dans un magazine qui s'appelait VSD et faire le tour d'Europe des premiers ministres. En fait, à 24 ans, je me suis dit, oui, je vais décrocher tous les premiers ministres et tout ça. Et ça m'a vachement plu avec Jacques Delors aussi. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est une piste intéressante. Sauf que je n'ai pas fait la une avec mes 15 premiers ministres de l'époque au moment de l'euro. Je n'ai pas fait la une. Donc déjà j'étais un peu vénère. Ça commençait fort. C'est-à-dire que je me suis rendu compte du désintérêt d'avoir attrapé 15 premiers ministres. Ça m'a mis des mois et des mois, vous imaginez bien. Mais pas de une. C'était au profit d'ailleurs des pyramides d'Égypte. J'en garde effectivement très mauvais souvenir et je n'irai jamais les visiter à cause de ça. Mais donc, je n'ai pas fait la une avec l'euro. Mais après, par contre, quand vous me dites comment est-ce que c'est une matière qui est bien pour les journalistes, moi, en tout cas, il se trouve que quand je suis après ressortie sur le marché du travail, à la suite de la presse écrite, 7 ans de presse écrite, mais la presse écrite se portait très très mal. Et c'est Jean-Pierre Elkabbach qui est venu me chercher pour Public Sénat animer une émission européenne, simplement au motif que, alors il m'a dit, Madame de Camaret, de toute façon, il n'y a personne d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment pas d'offre de journalisme européen. J'étais presque seule en piste. Ça, c'est quand même un avantage. Ça reste quand même un peu une niche où il y a très peu de gens qui sont compétents quand même. Et Véronique le sait bien parce qu'on est dans des associations de journalistes, etc. Mais c'est difficile aussi puisqu'il n'y a pas de formation d'ailleurs en tant que telle de journalisme européen vraiment agréé ou qui aurait les 2 estampilles. Alors, il y a plein de jeunes journalistes qui sont très, très doués, qui font des masters, puis des écoles de journalisme, etc. Il faut composer son propre parcours. Mais c'est quand même intéressant parce qu'il y a quand même une spécificité et vous êtes, dès qu'il y a besoin, remarqué, présente sur un sujet assez difficile. Au moment des élections européennes, brutalement, vous êtes la vedette parce que personne d'autre n'est capable de traiter cette matière qui est trop difficile et surtout, on ne veut pas se tromper. Donc ça, c'est sympathique. Alors, c'est vrai que moi, je pense que c'est quelque chose qui est très, très bizarre parce que j'ai toujours pensé que j'étais une passionnée de journalisme et je me suis rendu compte au bout de quelques années que j'étais aussi passionnée de l'Europe avec la même volonté de faire qui tient au fait que ce projet européen, c'est le seul qui a un projet un peu positif quand même. Exactement. C'est un projet de paix perpétuelle. Et c'est le seul qui existe en tant que tel dans notre monde, en fait. Après, c'est une utopie un peu réaliste parce qu'elle a déjà des bases. Voilà. Et ça, je crois quand même que c'est quelque chose qui nous pousse à nous surpasser aussi dans ce métier-là où on va un peu contre la machine, parce que la machine est un peu rétive à comprendre de quoi il s'agit, pourquoi c'est vraiment intéressant, etc. Donc, on est tout le temps contre la machine, mais en même temps, on a des armes. Alors, je voulais peut-être en profiter pour glisser un mot, je ne sais pas si j'ai le droit, Marie, parce que si vous êtes vraiment intéressé par ce dialogue européen, etc., en ce moment sur France 24, on promeut une opération avec 19 médias européens qui s'appelle Europe Talks, et vous pouvez d'ailleurs vous enregistrer pour en quelque sorte percer la bulle des pros anti-européens, etc. C'est le but, Europe Talks. Et on vous pose 7 questions sur vos convictions européennes, et on vous met en relation avec la personne qui pense diamétralement le contraire à travers l'Europe. Et donc, vous allez vous parler le 13 décembre. Donc, je vous invite à vous enregistrer, France 24, Europe Talks, parce que c'est une expérience marrante de participation. Il y a aussi cette notion de participation qui est importante dans l'Union européenne, et d'ailleurs, votre initiative aussi est participative, donc c'est intéressant. Il faut que les gens s'en emparent, pas seulement les journalistes, les citoyens.
Je ne peux qu'être d'accord avec, avec votre propos, effectivement. Donc, on l'a vu sur le début de cette table ronde, c'est pas facile de parler d'Europe parce que c'est un sujet complexe et il faut faire preuve de pédagogie. C'est pas facile de convaincre nécessairement les médias que c'est important de parler d'Europe et que c'est pas, enfin, qu'on peut le faire. Mais il y a aussi la question de comment on parle d'Europe dans la durée. Parce qu'on l'a dit aussi, en ce moment, on en parle beaucoup. Bon, on en a parlé avec le Brexit auparavant. Maintenant, on est sur un sujet profondément européen avec la question du Covid. Euh, mais on est toujours sur une absence de diffusion à la télévision publique du discours de l'État de l'Union européenne, par exemple. Il me semble, Véronique Augier, que vous avez pris position récemment sur ce sujet. Pourquoi cette problématique? Est-ce qu'on peut réussir à imposer le sujet européen dans la durée au niveau des chaînes de télévision? Alors, c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment avec l'Association des journalistes européens et avec le mouvement européen aussi. On essaye de faire pression sur qui on peut et qui décide pour faire en sorte qu'il y ait, de la même façon qu'il y a une obligation de parler des dom-toms ou de la diversité ou des femmes sportives, etc., qui est imposée aux télévisions publiques et aux radios-télévisions publiques, eh bien, on soit obligé de parler d'Europe. C'est d'une certaine façon beaucoup plus compliqué parce que tout le monde est d'accord pour parler plus des femmes, plus de la diversité, plus des dom-toms. En revanche, sur l'Europe, tout le monde n'est pas d'accord. En fait, il y a eu une sorte de grand traumatisme au moment du référendum. Les journalistes à l'époque étaient très enthousiastes, et pas simplement de la presse audiovisuelle, mais tous les journalistes français étaient très enthousiastes sur l'Europe. Et ils l'ont trop montré. C'est-à-dire qu'en fait, les Français, les électeurs français, ont, comme s'ils avaient perçu qu'en fait, tout l'ensemble des médias étaient pro-européens. Et donc, je dirais que ça a traumatisé tous les rédacteurs en chef et tous les directeurs qui ensuite se sont dit on ne peut plus en parler en bien parce qu'on va nous accuser éditorialement d'être faussés. On ne veut pas en parler en mal non plus, donc on se tait. Donc là maintenant, l'idée, c'est de dire mais vous avez le droit d'être critique, mais c'est surtout, vous avez surtout le devoir d'en parler. Et quand j'ai écouté récemment Thierry Breton et tout son programme, de la même façon que Ursula von der Leyen dans son discours sur l'état de l'Union, quand on écoute ces deux personnes-là, on se dit que ce qu'il y a devant nous comme révolution et comme projet, alors à la fois de paquet, le Green Deal, le paquet numérique, la 5G, enfin on ne peut même pas imaginer, tellement c'est immense, tout ce qui est en gestation aujourd'hui. Et je n'oublie pas l'Europe de la santé, et je n'oublie pas le parquet européen, etc. Donc, il y a une masse de choses à raconter. Alors, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est, comme d'habitude, d'utiliser la politique. C'est-à-dire que le seul moyen de faire comprendre aux chaînes télévisuelles et aux radios quelque chose, c'est la pression politique. Malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc, c'est ce que nous, on essaye de faire. Je sais qu'à l'Assemblée nationale, ils ont été très choqués du fait que le discours de Ursula von der Leyen n'ait pas été diffusé, ne serait-ce que sur une... Enfin, je ne comprends même pas comment ils n'y ont même pas pensé, puisque c'était à 9h30 du matin, et que même sur BFM, à 9h30 du matin, je pense qu'il y a très très peu d'audience et que ça n'aurait pas plombé l'audience de mettre le discours qui était en plus traduit en live par le Parlement. Donc ça ne coûtait rien, ça ne coûtait pas d'argent et ça leur aurait évité d'être montré du doigt. Donc nous, on est à la manœuvre aujourd'hui. On a mon coup de gueule et le coup de gueule de l'Association des journalistes européens a été relayé par Ouest France, puis relayé par Clément Beaune, l'actuel secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui veut faire des choses. Ça a été aussi relayé par le porte-parole du Parlement européen, qui s'est rendu compte que là, il y avait un vrai problème en France. Donc, je pense que tout ça, plus le fait qu'il va y avoir la présidence française de l'Union européenne et la conférence sur l'avenir, tout ça fait que
Je pense que d'ici, pas d'ici 3 mois, ça c'est évident, mais d'ici 1 an, je ne voudrais pas me montrer trop optimiste, je pense que les choses vont changer. Alors, elles changeront dans le service public. Est-ce qu'elles changeront sur les chaînes privées? C'est beaucoup plus difficile parce qu'elles sont totalement indépendantes de l'actionnaire public, qui donc n'a pas de moyens de pression sur eux. Elles ne dépendent que de l'audience. Je sais très bien que les directeurs des rédactions sont extrêmement frileux quant à leur ligne éditoriale et ne veulent pas se faire dicter quoi que ce soit. Ceci étant, la puissance de l'audience de la télévision et de la radio publique est telle qu'ils vont peut-être être obligés, à minima, de traiter un peu les sujets, sous réserve aussi que l'Europe y mette du sien. Quand vous voyez que la plupart des documents publiés par la Commission européenne et le Parlement européen, ainsi que les directives, les règlements, etc., sont en anglais, même pas traduits, dans une des langues, enfin, les traités l'obligent, hein. Donc c'est inadmissible. Donc là, on tente aussi une action là-dessus. Moi, j'ai quand même le souvenir, et Caroline s'en souvient aussi, c'est les deux débats Spitzenkandidat. Franchement, comment voulez-vous diffuser un truc pareil? C'est un tue-l'amour envers l'Union européenne. Donc, moi, je l'ai re-organisé sur France 24 parce qu'en effet, sur l'UER, c'était traduit dans n'importe quoi, etc. Donc, j'ai dû refaire par ailleurs. Je sais, ouais, tu l'as refait. Ouais, mais c'était n'importe quoi. Franchement, je comprends. C'est pas du tout de la télévision. Voilà. C'est ou de la télévision des années 50. Donc, faut quand même qu'il fasse un effort. Oui, alors moi je suis d'accord avec. Il y a plusieurs choses qui sont vraiment très intéressantes. D'abord, le choc du référendum qui a bien mentionné Véronique Auger, qui est bien réel et qui nous a fait peut-être alors changer nos pratiques au sens où en général on a mis l'Europe sous le tapis, ça c'est pas une bonne idée. L'autre chose que ça nous a fait changer, c'est que par contre on s'est dit bon bah d'accord, on va moi, j'avais un peu de mal à inviter peut-être certains partis d'extrême droite, etc. On va les inviter, on les invite un peu plus souvent. Il faut les inviter bien aussi. Il ne s'agit pas de faire justement des chaînes populistes pour autant, c'est-à-dire le plus pour et le plus contre toujours. Et donc, castagnez-vous le plus possible, etc. C'est pas très intéressant ça, mais en revanche, essayez de dire, bah, écoutez, voilà, maintenant, il y a un parti clairement eurosceptique qui est rentré avec un quart du Parlement qui quand même adhère à des idées pas très, très pro-européennes. Qu'ils soient de sortie comme les autres, qu'ils soient de débat comme les autres, mais qu'ils soient tous de débat comme les autres, parce qu'ils ont tendance à sélectionner les meilleurs d'entre eux. Ça, c'est pas acceptable, puisque les autres partis nous offrent comme débatteurs la totalité de leur spectre. Alors, s'ils ont des gens honteux, des députés honteux qui ne sont pas sortables, qu'on les sorte quand même aussi du placard, hein, parce qu'il y a ça aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il faut que nous, on s'engage à équilibrer et qu'on s'engage à les voir tous aussi. Hein, voilà, on a élu des députés européens, c'est pour qu'on les voit. Alors, il faut que l'Europe mette un peu du sien. Je suis d'accord avec Véronique Auger, et d'autant que, en fait, il y a eu un problème d'accessibilité. Hein. Comme je le disais, certains députés européens sont cachés depuis des années. Il y a des commissaires qui sont cachés depuis des années, ce qui n'est pas acceptable non plus. Ils ont des comptes à rendre, même s'ils ne sont pas élus, aux citoyens européens sur ce qu'ils font, etc. La médiatisation doit faire partie de leur portefeuille et être capable de répondre à des questions aussi. Et puis effectivement, ce qui s'est vu avec la crise Covid, il y a plusieurs choses quand même. Hein. Ça a changé quand même pas mal de choses, je trouve quand même. D'abord, moi, personnellement, j'ai eu ma meilleure série de tous les temps pendant le confinement, c'est-à-dire vers von der Leyen, Borrell, strictement tous les ministres d'Affaires étrangères, etc. Brutalement, ils se sont dit « Ah oui, il faut qu'on communique. » Ah ben, ça fait plaisir, ils devraient faire ça toute l'année aussi, pendant qu'ils y sont, c'est-à-dire répondre « oui » aux demandes d'interview. Vous voyez, ça, c'est pas mal. Donc, moi, j'étais très contente, mais qui continuent sur cette lancée, parce qu'en effet, il y avait une attente de leur parole aussi. Et puis, pendant la crise Covid, par contre, il y a un autre effet qu'il faut vraiment mesurer maintenant pour nous, journalistes, qui est bien réel, c'est qu'on n'a plus accès à certaines institutions qui sont fermées. Le Parlement est resté un peu ouvert, comme vous le savez. Mais la Commission, plus d'accès aux journalistes du tout. Le Conseil, on est sous Conseil européen des 27, des sommets très importants sur le Brexit, sur le plan de relance, etc. On n'a plus accès.
on ne rentre plus. Donc, ça change les conditions de notre métier aussi, hein. C'est compliqué maintenant d'aller tourner dans les institutions. Ils ont peur pour des raisons sanitaires évidentes, etc. Donc, de laisser rentrer la presse. Voilà. Donc, on est dans cette période où à la fois, ils sont pleins de bonne volonté pour faire un peu de Skype et un peu de visio comme ici. Mais en revanche, c'est vrai qu'on a, d'un certain point de vue, moins accès, moins les couloirs, moins finalement tout ce qui fait cette ambiance européenne qui est très, très fantastique aussi à la fois au Parlement et au sommet européen, parce qu'on n'a plus cet accès et ça, c'est en train de changer. J'espère que ça ne va pas changer à long terme aussi. La façon de travailler de l'Union européenne, encore plus en huis clos, encore plus dans l'entre-soi, etc. Et ça, c'est une vraie interrogation. Et puis alors, j'en viens peut-être au Parlement européen qui n'a toujours pas siégé depuis 8 mois à Strasbourg. Alors ça aussi, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire est-ce que le siège du Parlement européen est encore français? Ça, c'est quelque chose qu'on va devoir continuer à découvrir, qui a son importance pour notre pays, certainement. Voilà. Et peut-être pour les autres aussi. Probablement. Merci beaucoup. Alors, je rappelle aux personnes qui nous regardent que vous avez la possibilité d'envoyer vos questions en direct sur le Facebook Live. De mon côté, peut-être encore une question. Vous avez parlé effectivement des conséquences de la crise de la Covid sur le journalisme. On a une nouvelle crise aussi, une deuxième crise finalement après la pandémie. Il y a des rédactions qui ferment pour des raisons économiques. Il y a d'autres pays dans lesquels la situation est particulièrement inquiétante, où les rédactions sont muselées parfois par les États eux-mêmes. La situation, elle est problématique, on le sait, en Hongrie, mais la France, elle ne figure pas non plus dans les premiers pays du monde en ce qui concerne la liberté de presse. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui. Justement, nous, à l'Association des journalistes européens, on est très, très, très là-dessus. C'est une association qui est en fait une fédérale, c'est-à-dire qu'il y a l'Association des journalistes européens internationale et il y a environ 27 sections qui sont toutes unies les unes avec les autres. Oula, attendez, excusez-moi, j'ai un truc qui se déclenche. Ce qui nous remonte, c'est qu'en Bulgarie, en Roumanie, en Hongrie, en Slovaquie, Malte, où il y a eu Slovaquie et Malte, où il y a eu des assassinats de journalistes, vous vous en souvenez, toujours pas d'ailleurs élucidé en ce qui concerne Daphne Caruana Galizia, parce que ça fait 3 ans quand même, cette histoire. Et donc, maintenant, il y a à la fois des dangers qui planent parce que restriction de l'état de droit par les gouvernements, mais aussi qui planent parce qu'il y a énormément de mafias. Et c'est ce qui s'est passé à Malte, et mafias qui sont unies avec parfois les gouvernements du pays dans lequel elles trafiquent. Donc ça, c'est un premier danger. Le deuxième danger, vous l'avez dit, c'était danger économique. On s'aperçoit que de plus en plus de pigistes n'ont plus ou sont payés de façon ridicule, ou bien n'ont carrément plus de piges. Et donc, énormément de journalistes ne peuvent plus pratiquer leur métier. Beaucoup de rédactions sont en train de rétrécir à vue d'œil. Et puis aussi, le vrai problème aussi, c'est les réseaux sociaux. La concurrence sur le web entre les journaux qui vérifient leurs sources, qui font des enquêtes, etc., mais qui sont concurrencés par des fake news, par n'importe quoi. Et tout ça est présenté à l'identique, c'est-à-dire qu'un citoyen lambda ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Les journalistes sont tellement critiqués, et on a raison de critiquer les journalistes, mais je ne vois pas comment une démocratie peut exister sans journalistes. Donc, il faut plutôt agir pour que les journalistes puissent faire leur métier. Mais les journalistes, eux, ils font une vraie enquête, ils ont des vraies sources. Mais le citoyen, tout le monde le sait, doute de plus en plus sur l'honnêteté des journalistes.
Et puis un dernier point, c'est le cyberharcèlement, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, vous savez, il y a des usines à trolls, notamment à Saint-Pétersbourg en Russie, mais il y en a ailleurs, et qui, lorsque une information ne plaît pas sur leur pays, et je sais que j'en ai été moi-même la cible. J'avais fait faire des reportages sur la Pologne. La Pologne paye des sortes d'agences de communication qui ont un certain nombre de comptes Twitter et qui vous harcèlent sur votre compte Twitter en disant que vous mentez, que c'est faux, que ceci, que cela. Et c'est un vrai danger, notamment pour les femmes. Il y a une étude qui a été faite par l'UNESCO et une autre qui a été faite par l'OSCE qui montre que les femmes journalistes sont beaucoup plus cyberharcelées que les hommes. C'est simple, hein, parce que c'est beaucoup plus facile de les salir et de les injurier en leur disant des grossièretés qu'un homme. Hein. C'est souvent sur le physique d'ailleurs. Hein. Tu remarqueras, et c'est toujours sur le physique. Ouais. C'est sur le physique, c'est aussi sur les mœurs de la journaliste. Enfin bon, c'est complètement inventé, mais c'est ça, c'est ça. Et je terminerai par là. Ils ont réussi à démontrer que à l'OSCE que c'était beaucoup plus souvent le cas dans des pays dirigés par des populistes que dans d'autres pays, que les femmes journalistes se faisaient cyberharceler. Alors, c'est vrai que moi, j'ai été très, très sensible justement à l'assassinat de 2 journalistes dans l'Union européenne, à Malte, en Slovaquie. Je suis allée d'ailleurs enquêter dessus. Et je trouve que ça s'inscrit peut-être vraiment ces 10 dernières années dans un phénomène de régression de la liberté de la presse, c'est-à-dire en tout cas peut-être pas de la liberté, mais de régression finalement de l'idée que cette presse, elle est indispensable, elle est bénéfique à la démocratie. Et ça, c'est vraiment embêtant parce qu'on est protégé en fait ni par les autorités dans des pays qui deviennent plus clairement autocratiques, ni finalement par un public qui adhérerait à l'idée d'un contre-pouvoir bénéfique en termes de démocratie. Ça, c'est très embêtant effectivement. Et puis, et pour ce qui est de ces 2 journalistes assassinés, je voudrais dire quand même à quel point ce sont des héros du journalisme européen. S'il en fallait, si on pensait qu'il en faudrait encore dans les années 2000, je pensais qu'on était passé à tout à fait autre chose, que c'était un continent où on ne pouvait plus assassiner des journalistes. Hein, véritablement, ça a été aussi, je crois, un choc psychologique fort de voir que dans des démocraties, entre guillemets, parce qu'on voit bien quand même qu'il y a une responsabilité étatique hein, dans la façon dont les affaires ont été couvertes ou mises sous le tapis, justement. Eh bien, c'était possible d'assassiner des journalistes et que c'était pas seulement dans finalement des continents à risque, etc. Donc ça, je pense que ça doit être finalement une façon de nous réveiller, nous éveiller aux nouvelles difficultés de ce métier, de aussi mieux sensibiliser l'opinion publique sur le fait qu'on fait un métier dangereux, y compris dans l'Union européenne, et bénéfique globalement au débat d'idées, quoi, quand même. Alors, c'est vrai que on est dans cette crise économique qui touche beaucoup les rédactions et qui touche les télévisions, qui touche l'ensemble des médias, probablement peut-être même plus la presse écrite encore, hein, qui était déjà très fragilisée, avec des pigistes qui se retrouvent dans des positions en plus très difficiles, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent à tout demander à leur employeur. Je pense, là encore, c'est une question de femmes aussi qui est importante. Moi, je ne voudrais pas qu'on régresse aussi sur le féminisme, sur le droit de dire non à son patron qui voudrait vous parler de votre pige le soir à un dîner, autour d'un dîner, etc. Non, mais voilà. Donc, tout ça va ensemble. Ça fragilise beaucoup les filles, hein, ça fragilise beaucoup les pigistes. Ça les fragilise aussi dans leur déontologie, quand on va leur dire, ah bah au fait, tel produit, tu sais, fait 2 pages de pub chez nous, mais peut-être que ça serait pas une bonne idée que tu dises trop de mal de LVMH, truc, etc. Tout ça, est-ce que ça rentre pas dans l'équation maintenant que les médias sont fragilisés davantage? Est-ce que finalement on est de plus en plus en train d'enseigner dans les écoles de journalisme une déontologie personnelle qui n'est pas toujours, sécurisée par la hiérarchie? Voilà. Tout ça m'interpelle et je pense que c'est un métier de combat
globalement. Ça l'a toujours été, ça l'est encore plus aujourd'hui parce que finalement, il y a tout tient beaucoup aux individus, hein, tout tient beaucoup à ce qu'on a appris en amont, nos convictions, notre volonté de faire ce métier bien, quoi, en fait. Et donc, moi, je mets en garde, en effet, les jeunes journalistes en leur disant c'est une vocation, c'est un sacerdoce, il faut s'engager, et c'est pas juste un métier facile où on va faire de l'antenne, être connu des gens, être aimé, respecté pour autant, etc. C'est pas comme ça, c'est autre chose. C'est vraiment en plus la volonté de servir le public qui doit prédominer plus que celui de montrer sa tête à la télé, ce qui est aussi un petit peu un défaut parfois des jeunes générations qui arrivent avec la certitude que tout leur est dû tout de suite et que en particulier, celle de montrer sa tête à la télé est prégnante et plus importante que tous les autres. Et ça m'inquiète toujours un petit peu, ces bébés anchors ou bébés présentateurs qui veulent tout de suite et revenus de tout sans avoir été nulle part. C'est important d'aller voir des vrais gens. C'est important, en effet, de dialoguer, de donner de l'espace. De parfois changer ses idées parce qu'on a été en contact avec des gens qui vous disent ah non, la politique agricole commune c'est pas du tout comme vous l'imaginez, et puis les dossiers ça se remplit pas comme ça, et puis etc. Et puis rester ouvert à ce que vous disent les gens, parce qu'on est au service du public, et ça en plus on est des médias publics, alors on est d'autant plus au service du public, 2 fois. Et justement, en parlant de service public, on a une question qui vient d'être posée. Quelle est la place des médias européens dans la gestion des fake news, sur la crise sanitaire ou même sur la gestion d'autres types de crises? Vous pouvez répéter la question parce que je ne la comprends pas à 100%. Quel est en fait le rôle, la responsabilité des médias européens ou français quand ils traitent de sujets européens sur la lutte, la gestion des fake news qui peuvent, vous en avez parlé sur la relation entre Internet et la télévision. Quelle est pour vous la place que doit occuper le média? Alors, vas-y, si tu veux répondre. Nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de séquences alors de debunking de fake news sur notre télé. Moi, j'en ai fait même j'ai fait 2 saisons de séquences toutes les semaines européennes de debunking des fake news parce que je trouvais qu'il y en avait beaucoup à l'approche des élections européennes et même derrière, en fait, il y en a eu beaucoup aussi. Donc ça, c'est même pas arrêté tellement. Je crois que malheureusement, c'est une tendance assez au long cours et en l'occurrence, à l'époque, vous avez raison, maintenant, elles portent beaucoup sur les questions sanitaires, mais elles ont beaucoup porté sur les questions de migration, évidemment, l'envahissement, etc. Puis les citations des uns et des autres qui étaient totalement fausses, sorties de leur contexte, etc. Donc, on a été obligé de faire quand même pas mal de pédagogie, pas mal de pédagogie sur l'inutilité de l'Europe, l'impossibilité du Parlement de voter quoi que ce soit. Enfin, il y a eu quand même des choses. Et le problème, c'est que les fake news sont relayées, alors on dit les médias sociaux, les gens qui sont la théorie du complot, etc. La théorie du complot, soyons clairs, même certains députés européens retweetent des choses qui ne sont pas très, très blanc-bleu et qui ne sont pas très en rapport avec la réalité maintenant. Elle est partout. Les élus politiques européens aussi sont des vecteurs. Et donc, nous, en effet, en tant que médias publics, on n'est pas censé dénoncer leurs propos en tant que tels politiques, mais leurs propos faux, en l'occurrence, parce qu'on reste quand même attaché à cette idée que le journalisme, c'est la quête un tout petit peu de l'objectivité. Alors même les Américains disent, moi j'étais à l'école américaine, disent de la vérité, mais c'est un petit peu peut-être arrogant de le dire, mais en tout cas, un petit peu de l'objectivité. Il reste pour nous quelque chose qui s'appelle les faits. Avant les faits alternatifs, les faits, voilà. Donc je crois que c'est pas mal, qu'on rattrape jamais les fake news quand même, quand on leur court après, et Dieu sait que j'ai couru après pendant 2 ans et demi, on les rattrape jamais parce qu'on en trouve toujours d'autres sur notre chemin, et ils ont explosé effectivement avec le corona, parce que y a des sociétés qui se sont énormément polarisées, elles ont été encore plus polarisées par les réseaux sociaux, je le disais, je vous ai parlé d'Europe Talks, parce que je trouve que justement ces sociétés sont en train de se polariser parce qu'on ne reste
on reste dans sa bulle Internet, on reste dans sa bulle d'information parce que Google, quand vous allez cliquer, je ne sais pas, sur le Figaro, il va vous reproposer le Figaro le lendemain et rien d'autre. Donc, en fait, il ne vous met pas sur une même thématique, il ne vous met pas en relation, en connexion avec d'autres points de vue. Et ça, c'est ce qu'on leur reproche. Alors, on peut, en tant que citoyen, demander aux réseaux sociaux de changer leur pratique et on peut, en tant que journaliste, essayer de dire, attention, cette news que vous avez vue qui circule sans cesse, etc., et qui est mise en avant par telle et telle presse ou pseudo-presse aussi, hein, il y a des faux sites, hein, il est faux et on va être obligé de continuer à faire ce travail-là. Et ça n'est pas, pour moi, au Google, Facebook et autres Yahoo de l'effectuer parce qu'ils n'ont pas les outils pour. Ça n'est pas à eux-mêmes de faire ils essayent de faire un peu de modération, mais ça n'est pas à eux de faire du debunking parce qu'ils, voilà, en quel nom nous sommes des médias sérieux, on a une signature, ce sont des vecteurs quand même, ça reste des vecteurs. Alors moi j'ai un avis, je crois, très iconoclaste. C'est-à-dire je pense qu'aujourd'hui, les fausses informations ou les rumeurs, etc., d'abord, ça a toujours existé. Simplement, le vecteur aujourd'hui, on est passé d'un vecteur fleuve du style de la Seine à un vecteur fleuve du style de l'Amazone. C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose de gigantesque. C'est la raison pour laquelle je crois que les médias se perdent à essayer de dénoncer les fake news, notamment parce que, premièrement, ils leur donnent un écho. Je vais vous dire un truc, moi, ma mère, 91 ans, les fake news, elle ne les lit pas sur Internet. En revanche, quand elle voit France 2 ou France 3 faire un sujet sur une fake news, qui pense ça, et déjà, ça lui ouvre l'horizon vers des choses auxquelles elle n'avait jamais pensé. Donc, je pense que c'est une grave erreur de la part des médias je dirais, faire semblant de casser les fake news. La deuxième raison, c'est parce que je pense que les médias qu'on dit sérieux, comme les télévisions, sont de plus en plus considérés comme pas sérieux par un paquet de gens. Et moi, je pense que c'est parole contre parole dans l'esprit de ceux qui regardent la télévision ou qui écoutent France Inter. Le nombre de gens qui me disent « Ah, mais alors France Inter, de toute façon, c'est un repère de gauchistes » et qui me disent « Ah, Europe 1, c'est un repère de droitistes. BFM, c'est tous de l'extrême droite. » Donc, que BFM, Europe 1, etc. perdent leur temps à dénoncer des fake news et à dire leur vérité, à mon avis, ça ne sert à rien. Pour moi, ça ne sert à rien, si ce n'est à donner un écho à des informations que sinon, un grand nombre de gens n'auraient pas vues. Oui, mais Véronique, tu as découvert comme moi le Brexit. Je crois que les vraies solutions, c'est l'éducation. Bah ouais. Attends, les vraies solutions, parce que je ne suis pas que négative, après je répondrai à ce que tu dis, mais les vraies solutions, pour moi, c'est premièrement de continuer, pour tous les médias, à être le plus sérieux possible, à arrêter de courir après l'info dans les tout infos et à dire souvent absolument n'importe quoi et à relayer n'importe quoi, c'est-à-dire à reprendre une distance, un recul en travaillant, en réfléchissant, en vérifiant les sources et en enquêtant. C'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est l'éducation, c'est l'enseignement du citoyen. Si le citoyen est capable lui-même d'aller vérifier si c'est faux ou si c'est vrai dans les bons documents, parce que maintenant tout est sur Internet, eh bien les fake news passeront moins. Et je ne crois pas, moi, à ces, tu appelles ça des banking, je n'y crois pas une seconde. Oui, mais tu voulais dire quoi sur le Brexit? Moi, mon point, c'est regarde le Brexit. Ah. Oui. Je crois qu'il y a juste un petit décalage entre la vidéo et le son, mais ça doit être bon. Ah, oui, d'accord. Madame Augeot, alors, dans la campagne du Brexit, Véronique, tu es d'accord qu'on l'a couvert toutes les deux. Dans ce référendum maudit, on a reproché, et moi je trouve à juste titre à la BBC, d'avoir voulu toujours équilibrer les deux points de vue, en laissant dans le point de vue pro-Brexit toutes sortes de fausses informations, clairement fausses, qu'ils pouvaient vérifier et dire mais non, Nigel Farage
dit des bêtises à propos de l'argent qu'on va récupérer, etc., ou etc., etc. Et il n'a pas fait ce job parce qu'il considérait qu'il voulait rester neutre, objectif. Et ça a beaucoup pesé dans la campagne. On considère que la BBC, qui est quand même le premier média audiovisuel, et nous, ça nous a beaucoup marqué en télévision, cette idée qu'eux n'ont pas fait le job de vérification des choses fausses qui étaient dites par une partie de cette campagne, et que jour après jour. Et donc, je crois quand même que oui, parfois, quand les hommes politiques ont décidé de nous asséner des mensonges sur mensonges sur mensonges, oui, c'est notre job de dire non, ça c'est faux, ça et ça c'est faux. Et objectivement, l'Union européenne, vous ne payez pas tant, vous recevez autant, vous, voilà, tout ça. Et l'Union européenne, les responsables européens n'ont pas non plus répondu, donc il n'y avait aucun répondant, ni journalistique, ni d'ailleurs, même du côté de ceux qui voulaient rester à l'intérieur, ils n'avaient pas les bons chiffres, ou je ne sais pas, ils ne faisaient pas le travail. Bref, la BBC s'est retrouvée avec un débat qui lui a penché en faveur des Brexiteurs, alors qu'il a asséné contre-vérité sur contre-vérité et fake news sur fake news. Voilà. Donc, je pense que ça a été quelque chose aussi qui nous a fait beaucoup réfléchir sur nos propres pratiques et comment les contrer. Alors, peut-être qu'en effet, tu as raison, des chroniques de debunking régulières, etc. Moi, je pense que quand c'est sur des statements très importants, des commissaires à qui on fait dire qu'il faut une immigration de masse, etc., ce qui a été le cas pour le commissaire à la migration, par exemple, non, il faut dire que, un, il n'a pas dit ça, deux, pas dans le journal allemand en question, trois, c'était traduit bizarrement, et voilà, et que quand même, c'est pas forcément faire trop honneur aux gens qui mettent en scène ces fausses informations à longueur de journée. Et en effet, c'est une goutte d'eau, ce qu'on va réussir à rectifier. Ça sera une goutte d'eau dans l'océan finalement de fake news qui rapportent toujours plus d'argent et qui rapportent toujours plus d'électorat assez populiste. Mais la goutte d'eau, de temps en temps, il faut la mettre pour faire un peu la différence. Voilà. Merci beaucoup pour ce Non, je te rejoins sur ça. Alors, il est 19h01. Je vous propose Oui, Marie. qu'on s'arrête ici. Merci beaucoup pour ce débat extrêmement intéressant et qui pose plein d'autres questions qu'on continuera de traiter, notamment avec le taurillon et autres. Merci encore. Merci. C'était la dernière table ronde virtuelle de ces journées de la presse européenne. Je voulais quand même en profiter pour remercier toute l'équipe d'organisation qui a œuvré sur ces 2 jours et bien en amont pour garantir la qualité des échanges, des débats et des invités qu'on a eu la chance de recevoir. Et tout particulièrement Jérôme, qui est rédacteur en chef du Taurillon, Sophia, qui a beaucoup travaillé à ses côtés, et toutes les petites mains qu'on ne voit pas nécessairement, mais Quentin et Antoine, qui ont participé à la qualité technique de ces journées. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. On aura le plaisir de vous accueillir à nouveau prochainement. En vrai. En vrai, ce sera encore mieux, je suis bien d'accord. En vrai. Oui, merci bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.